Alan. Good afternoon, everybody. Bonjour à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Je tiens à vous remercier de nous suivre sur ce séminaire thématique avant l'Assemblée de la COI. On va se pencher sur les différentes activités réalisées qui font partie de l'agenda du renforcement des compétences de la COI. Alan Evans, président du groupe d'experts de la COI pour le renforcement des capacités, et je serai le co-organisateur de ce séminaire, également avec le co-président qui est président de la COI, M. Ariel Troisi, et moi-même, Alan Evans. Nous allons suivre trois exposés très importants, deux qui se centrent sur les efforts réalisés par le groupe d'experts pour le renforcement des compétences, et la troisième présentation qui est le cadre établi pour le renforcement des capacités de la COI, c'est-à-dire l'Académie globale, l'OTGA. Et avant de commencer avec les présentations, je donne la parole à Ariel qui va nous donner plus d'informations sur le contexte des présentations, et nous allons parler du renforcement des capacités de la COI, et nous allons également parler des équipes et des activités gérées par chacun des groupes qui appartiennent à ce domaine. Alors, suivez le séminaire. Et à la fin, nous espérons vos questions, vos réponses. Ariel a la parole. Merci Alan. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici de nouveau, virtuellement, avec vous, bien sûr. Vous nous manquez. Le présentiel nous manque. Alan vient de nous faire une esquisse du séminaire. Je ne vais pas tout détailler. Nous savons que le renforcement des capacités est un des grands fondements de la COI. On peut faire du recul, un peu de recul dans le temps où il y avait des formations sur l'aide mutuelle, etc. Mais si on se rapproche un petit peu plus de notre siècle, nous avons nous avons ouvert de nouvelles voies. Nous avons travaillé suite à l'initiative de l'OTGA, l'Ocean Teacher. Nous avons l'Académie globale Ocean Teacher qui est devenue l'Académie globale Ocean Teacher avec un réseau de centres de formation régionaux et maintenant des centres spécialisés régionaux. Et en même temps, nous avons des centres de recherche établis dans la région Westpac et le Pacifique occidental. Alors, nous avons tout cet ensemble d'initiatives qui se ciblent sur le renforcement des capacités humaines. En 2015, la COI a entamé une analyse de fossés et d'écarts qui a été présentée à l'occasion de l'Assemblée en 2018. Et ceci pour voir comment nous allions relever le défi du renforcement des capacités et quelle serait la stratégie. 2 ans après, lors de l'Assemblée 9, nous avons parlé du renforcement des compétences, comment déployer nos stratégies. Il a été nécessaire ainsi de créer un groupe d'experts dans le contexte du développement des capacités. Ce groupe d'experts a établi un système pour aider les États membres et déployer la stratégie CD de renforcement des capacités, les sigles en anglais, Capacity Development. Et à partir de ce moment, nous avons commencé à travailler avec 2 équipes ou 2 groupes, ou plutôt sous-groupes, qui ont été chargés de prendre en charge tous les besoins spécifiques de chacun des États membres de la COI, et en plus des organismes régionaux. Certains d'entre eux n'étaient pas représentés par les organismes subsidiaires, et d'autres se sont chargés du transfert de technologie et le développement d'un mécanisme pour le recueil de données. Et là également, on a réalisé la première enquête pour le développement des capacités qui a été faite en 2018. Après des réunions subséquentes avec les groupes de travail, des échanges avec les groupes subsidiaires, les groupes régionaux
Et nous avons également présenté, remonté un rapport sur le sondage ou l'enquête de l'Assemblée numéro 30 en 2019 grâce au soutien d'un de nos projets très importants, la deuxième phase du projet des Caraïbes. Et à ce moment, nous avons établi un mécanisme et grâce au travail si dur du groupe de Colombie. En 2020, nous avons eu la possibilité de poursuivre notre renforcement de capacité. Alors, nous avons lancé la phase de l'Ocean Info Hub et la deuxième phase, la deuxième étape de l'Académie des océans. Une deuxième réunion en octobre 2020 avec le groupe d'experts et de renforcement des compétences. Et nous avons reçu le mandat de l'Assemblée de la COI en 2019 qui a été le deuxième sondage de la COI sur le renforcement des compétences. Dans quelques minutes, on va vous donner plus d'informations sur ce sondage. Et une autre activité importante en 2020, le rapport sur les sciences océaniques mondiales, à l'échelle mondiale. Le rapport a été publié. Nous avons établi un lien très fort entre le groupe de travail d'experts et le rapport sur les sciences océaniques à l'échelle mondiale dans le but d'identifier les demandes et les capacités des États membres. Et je tiens à vous dire que notre deuxième réunion du groupe d'experts, à l'occasion de cette réunion, nous avons fait le constat qu'il était nécessaire de renforcer la stratégie de renforcement des capacités de la COI qui allait être achevée en 2021. Et nous allons revoir ce thème avec la présentation du président de ce groupe de travail. Et sans plus, je donne la parole à Joanna Diwa, à Madame Joanna Diwa, qui va nous faire une présentation sur les résultats de l'enquête, la deuxième enquête sur les besoins de renforcement des capacités. Merci Ariel, bonjour. Ariel, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci d'être ici aujourd'hui et j'ai le plaisir de commencer à vous faire la première présentation. Alors, comme l'a bien indiqué l'Assemblée numéro 30, cette session était tenue en septembre 2020 et a été clôturée en février 2021. Ceci, l'analyse des besoins en matière de développement des capacités. Nous avons reçu des réponses de 118 pays. L'analyse s'est centrée sur les États membres de pays développés et là, nous avons reçu 25 points de contact de la COI et 10 réponses des points focaux de la COI. 61% des répondeurs étaient des hommes et le reste des femmes, les 30% des femmes. Quant à la ventilation des groupes de participants, près de 63% venaient de groupes de chercheurs océaniques, personnel académique, les fournisseurs de services, les étudiants, les institutions d'éducation supérieure également. Les résultats de ce sondage sont disponibles en ligne. Vous les trouverez sur surveys.ioccd.org. Vous y trouverez plus de détails sur les réponses individuelles et des groupes des parties prenantes. Les réponses ont été présentées lors des réunions des parties prenantes et lors de la réunion qui a été tenue le mois dernier. Et ceci a impliqué tous les groupes, toutes les parties prenantes et l'analyse a impliqué toutes les régions. Et en plus, sont disponibles les rapports des pays, les résumés des réponses qui nous sont parvenues par pays. Et le sondage est vraiment large et, et qui comprend de nombreux thèmes, mais pour servir au propos de ma présentation, je vais n'en utiliser que quelques-uns. Le reste, vous les trouverez en ligne. Suite à cette réunion, vous pourrez vous connecter sur la page et nous contacter pour obtenir plus de détails. Ici, par exemple,
Nous vous demandons quels sont les besoins de renforcement de capacité qui manquaient dans votre pays. Ils ont identifié 5 points: financement, investissement, accès aux communautés de praticiens, plus de sensibilisation sur la culture océanique, dissémination au public, équipes et matériel pour l'observation océanique, accès aux données satellitaires. Quant au Quant aux questions sur la décennie des Nations unies, vous pouvez voir ici sur la case jaune que le défi 7 était celui où il y a plus de faiblesses et plus de défis à relever, c'est-à-dire quant au défi 4 et 5. Alors, on a posé une question semblable et liée à l'objectif 3, augmenter l'utilisation des connaissances, des savoirs sur l'océan et offrir les capacités pour contribuer au développement durable. À l'ODD 14, 96% des points focaux de la COI ont confirmé que l'ODD 14 est une priorité dans leur pays et un pourcentage considère qu'ils ont des capacités partielles pour parvenir à l'ODD 14 et d'autres pensent que cette capacité est beaucoup trop faible. Et nous avons demandé quel aspect de ces capacités vous manque pour parvenir à l'ODD 14 et les réponses nous indiquent que c'était les capacités de connaissance, communication des sciences et qui leur était le plus nécessaire. Quant à la stratégie de renforcement des capacités ou les CD en anglais, on a repéré qu'il y a un manque de stratégie sur les sciences océaniques. 54% nous dit qu'il n'y a pas d'évaluation de capacité dans leur pays. Voici 2 questions aux impacts de la COVID-19 et les 2 réponses étaient négatives. Les réponses ont été négatives. Et il faut soutenir les compétences pour les renforcer. Près de 75% des répondeurs ont qualifié la coordination de la recherche marine dans leur pays. 26% indiquent qu'elle est trop faible. Plus de la moitié, 57% a répondu que la recherche océanographique est liée au gouvernement dans leur pays et d'autres nous ont dit qu'il n'y avait aucun lien. Et le résultat des diplômés liés aux ressources humaines des institutions de recherche nationales, 45% ont répondu que oui, le reste que non. S'il existe une politique active dans le but de promouvoir l'utilisation des expériences sur la surveillance marine locale, 48% ont dit que oui et le reste ont répondu que non. 64% des répondeurs, les fonctionnaires gouvernementaux ont indiqué qu'il y a des plans nationaux et des mécanismes institutionnels établis pour soutenir le développement des compétences en matière des sciences océaniques dans leur pays. 90% sont d'accord sur le fait que leurs institutions et les institutions internationales et les organisations régionales travaillent là-dessus. Il y a des participations qui travaillent à la prise de décision pour élaborer des plans d'action pour déployer les politiques océaniques. Et une question sur les barrières les plus fréquentes qu'ils trouvent dans le déploiement des politiques. Il y a un manque de ressources, de capacités techniques, un manque d'accès aux données et aux informations. Et comme je l'ai déjà dit, puisque une partie centrale de cette enquête a évalué euh, les besoins de développement de capacité des États membres. Voici le tableau où on fait des comparaisons, pas seulement dans les régions, mais quant au groupe de capacité. Le premier tableau, les points de contact de la COI, et les points focaux sur les renforcements des capacités, les capacités des représentants. Et le quatrième tableau, les capacités individuelles, les capacités personnelles. Et les colonnes pour l'Afrique, la région Amérique latine, Pacifique occidental, les PEID, les petits États insulaires en développement, les besoins de développement. Et voici plusieurs échantillons et tout est fondé sur les données qu'on nous a fait parvenir. Nous avons une moyenne pondérée. Voici les cellules en rouge
et les cases en rouge sont les plus élevées. Quant aux besoins de renforcement des capacités en matière de sciences océaniques, dans la case jaune, il y a quelque chose d'important, les investissements et le financement direct. On doit renforcer les alliances internationales, les réseaux régionaux de collaboration et dans le groupe personnel, il est nécessaire d'avoir les matériels pour l'observation océanique. Et par ailleurs, les points focaux pour le développement des capacités dans les Caraïbes et l'Amérique latine ont accès, voudraient avoir accès à une informatique plus puissante, un système informatique plus puissant, et cela représente un contraste énorme avec d'autres domaines. Voici un des grands besoins qui ont reçu une qualification assez déficiente dans l'Amérique latine et les Caraïbes. Le renforcement des capacités des ressources humaines et plus de collaboration avec les chaires de l'UNESCO, l'Amérique latine et les Caraïbes. On voit ici les groupes de contact, les points focaux et compter avec des programmes de professeurs invités, les cours de formation, le développement professionnel en continu et le besoin d'établir un programme de bourse à la recherche et de bourse pour les étudiants. Quant à l'accès à l'infrastructure, la case jaune, accès aux meilleures pratiques sur l'utilisation et la maintenance de l'infrastructure physique et des équipements. Bon, le niveau a été considéré très élevé par les groupes de contact sur le développement des capacités et également on a vu les nécessités spécifiques pour le développement de capacités. Et le personnel considère que la maintenance de l'infrastructure physique et des matériels et l'équipement est très important. Et vu le temps qui nous reste, je n'ai plus trop de temps pour détailler les tableaux, mais en ligne, vous pourrez trouver tous les résultats. Voici dans le contexte des défis et la décennie des océans, nous avons le défi numéro 7 et voici où les besoins de renforcement des capacités s'avèrent très importants pour tous les groupes et toutes les régions. Quant aux régions, le grand défi a été le numéro 4 et le 5. Le 4 et le 5 sont considérés comme les plus grands défis pour toutes les régions. Nous avons ici les objectifs de la décennie des sciences océanographiques et vous observerez que la plupart avaient une qualification très élevée. L'objectif numéro 3, accroître l'utilisation des savoirs sur les océans pour accroître le développement des capacités. Et comme le nombre de réponses de la part des autres groupes a été très faible, l'autre groupe sur les capacités personnelles a eu plus de répondeurs. Alors, quelles sont les réflexions suite à cette analyse? Améliorer les capacités de développement et en plus, il y a d'autres observations plus importantes qui comprennent le financement, les investissements. Voici euh, des, euh, des grands aspects du renforcement des capacités, l'égalité entre les femmes et les hommes, les priorités régionales, les attentes et qui contribuent aux interventions et aux plans et au travail régional. Et la décennie la dé les défis de la décennie, les objectifs où il y a plus de besoins et nous devons planifier pour les années qui viennent. Nous devons traduire les sciences en politique également. Et voici un des grands défis
que nous voulons et que nous tenons à souligner. Il reste à identifier les capacités qui nous font grand manque, par exemple en matière de sciences. Et on nous informait sur une révision potentielle de la stratégie pour le renforcement des capacités de la COI et leur plan de déploiement. Et on nous indique qu'il y a un point très faible entre les points focaux et les communautés cibles. Il semblerait qu'il n'y a pas de connexion entre la vision des praticiens et les représentants des gouvernements et les fonctionnaires. Il y a d'autres recommandations ici et j'encourage les États membres à ce qui nomme et désigne les points de contact pour le développement des capacités et qu'ils impliquent et les représentants des groupes et des parties prenantes pour qu'ils puissent contribuer aux objectifs de la décennie. Les efforts nationaux pour institutionnaliser les programmes de renforcement des compétences et des capacités euh, seront atténués si les besoins ne sont pas clairement établis et les points de contact qui ont participé à cette enquête étaient peu nombreux. Nous devons avoir une implication active et pouvoir atteindre les groupes de participants pertinents en ce qui a trait aux activités liées aux océans. Alors, les efforts ne doivent pas relâcher leur cadence. Nous devons également prendre en charge les barrières à la communication. Parfois, il y a des informations de points focaux qui n'est pas mise à jour et les évaluations périodiques sont nécessaires pour détecter les fossés et les écarts qui existent. Alors, nous allons avoir une nouvelle programmation en 2022 pour les évaluations pour pouvoir déterminer quels sont les fossés et les écarts. Merci beaucoup pour l'instant. Je vous quitte. Merci, Johanna. J'en finis là. Merci pour ce rapport si large sur les résultats de l'enquête. Et il y aura bien plus d'informations dans le site et plus tard, il y aura des questions des participants. Alors, maintenant, je donne la parole à Madame Claudia Delgado qui va nous faire sa présentation sur l'OTGA et l'outil de renforcement des capacités de la COI. Claudia, tu as la parole. Merci à tous. Comme vous le savez tous, nous avons souffert une perturbation à l'échelle mondiale et la COI a déclaré la COVID-19, elle l'a déclaré comme une pandémie. Il y a eu des clôtures totales. On calcule qu'1,37 milliard d'étudiants ont quitté les écoles et sont restés sans école. Cela pourrait représenter l'année 2020, surtout en ce qui concerne la formation et l'enseignement. Et puisque les écoles, les académies et d'autres fournisseurs d'éducation ont fermé leurs portes, on a trouvé des alternatives pour continuer à dispenser les cours en ligne. Heureusement, la COI se trouver dans une bonne position pour poursuivre les cours dans le contexte de leur académie Ocean Teacher. Il y avait des restreintes au déplacement. Alors, la COI a choisi la formation en ligne et a dispensé de nombreux cours en ligne l'année dernière. Ocean Teacher, l'OTGA, cela fait longtemps que l'académie existe, on l'a déjà dit, et la deuxième phase de l'académie au TGA, pour ces sigles en anglais, comprend un projet sur une période de 3 ans financé par le gouvernement de Flandre, Belgique. Ce sont de nombreuses initiatives et des défis qui sont tenus en compte dans le cadre de l'agenda 2030, les ODD, la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, développer un portefeuille de cours liés à la COI, rattaché à la COI et des thèmes d'autres partenaires, dispenser des cours en ligne et également des cours mixtes et cela dépendra de la demande.
La plateforme d'apprentissage électronique est le e-learning qui facilite l'apprentissage présentiel, et l'enseignement mixte et l'apprentissage en ligne. Cela nous permettra de partager des connaissances entre les organisations, les participants, créer des connaissances et la reconnaissance des organisations et des développeurs de ces systèmes. Bien sûr, quand on travaille en ligne, cela est un système précieux. On peut apprendre n'importe où, n'importe quand. Cela permet de faire croître la communauté de praticiens et élargir la communauté d'étudiants. Mais qu'est-ce que l'apprentissage en ligne? On peut le définir comme l'utilisation des ordinateurs et les technologies d'Internet pour offrir une gamme de solutions et permettre l'apprentissage et améliorer la performance. L'apprentissage en ligne n'est pas un cours en ligne en utilisant un outil électronique. On peut suivre plusieurs méthodes, par exemple le retour des informations, combiner les activités de collaboration, les combiner avec l'étude personnelle, et tout doit être fondé sur les besoins et les historiques des participants, des étudiants. L'enseignement en ligne peut être utilisé pour développer les compétences, pas seulement ça. Le domaine cognitif est très pertinent pour l'éducation en ligne, et les cours en ligne qui ont été conçus essayent d'améliorer les capacités cognitives et pas d'autres types de capacités. Quand est-il optimal d'utiliser l'enseignement en ligne? De nombreuses organisations actuellement utilisent l'enseignement et l'éducation en ligne, pas seulement suite aux restreintes de la COVID, mais elles peuvent être aussi efficaces que la formation dans la salle de cours à un coût plus modeste, mais le développer est beaucoup plus coûteux que préparer un cours en présentiel, surtout si on utilise des méthodologies multimédia. Bon, sur le long terme, on inclut les coûts des serveurs, le soutien technique et euh, bon, sur le long terme, ce sera beaucoup moins coûteux que le déplacement des étudiants, les salles de cours, les immeubles, etc. Heu, un autre impact sera l'effet latéral qui nous aura bénéficié. Pour tous les sceptiques, je sais qu'il y en a qu'ils sont nombreux, la COVID-19 a donné une plus grande impulsion et un sens d'urgence à l'enseignement à distance, mais de grands efforts ont été faits pour l'apprentissage à distance depuis il y a longtemps. Et depuis 2015, la déclaration Qingdao a été la première déclaration sur l'utilisation des TICS en matière d'éducation, qui souligne des éléments divers que la technologie peut soutenir pour l'enseignement et la formation, et souligne également l'importance des TIC et l'expansion pour que le monde actuel soit interconnecté, soit de plus en plus interconnecté, et que la connaissance soit plus accessible à tous pour parvenir à l'objectif d'avoir une connaissance de qualité équitable, inclusive, et l'enseignement et l'apprentissage à vie pour l'année 2030. Nous avons de nombreux éléments: l'accès à l'information, l'apprentissage de qualité, les ressources éducatives ouvertes, et la provision de services, et fourniture des services. Apprendre en ligne est aussi efficace qu'apprendre dans la salle de cours en présentiel. La recherche suggère que l'apprentissage en ligne peut augmenter la rétention de l'information, mais l'efficacité est différente suivant les revenus. On devrait pouvoir améliorer les capacités numériques, digitales, l'accès à la technologie, etc. Pour ceux qui ont accès à la technologie adéquate et à l'infrastructure adéquate, euh, il est évident qu'apprendre l'apprentissage en ligne pourrait s'avérer plus efficace. C'est une nouveauté pour les étudiants. Ils peuvent apprendre plus rapidement en ligne qu'en dans la salle de cours traditionnelle. Ils apprennent à leur propre rythme. Ils peuvent rebondir sur un chapitre, relire, passer outre certains concepts selon leurs besoins, et ils apprennent plus rapidement. Alors, pour nous bénéficier totalement de l'apprentissage en ligne, il faut aller en deçà de la réplication d'une salle de cours en ligne. On doit utiliser des outils de collaboration et telle la ludification, les simulateurs, la réalité virtuelle. Tout cela doit être exploité. Et il y a un ensemble de recherches sur les connaissances disponibles qui nous donnent des informations sur les meilleures expériences d'apprentissage en ligne. Et bien sûr,
Nous ne pouvons ignorer le fossé digital, le fossé numérique. Pas tout le monde a les outils nécessaires pour l'apprentissage en ligne. Et parfois, cet apprentissage en ligne ne peut pas remplacer l'apprentissage en présentiel, mais il faut garantir la meilleure éducation possible. Le secrétariat a établi un système de gestion de la qualité qui soutient euh, la livraison de services et d'éducation. Et il y en a un qui établit les demandes pour les fournisseurs de ces services dans le contexte de l'éducation et de la formation. En 2019, le Bureau des projets et l'Académie globale d'apprentissage a obtenu la certification des services d'enseignement non formel, d'éducation non formelle approuvés par les normes internationales. Alors, revenons sur le ciblage de l'OTGA. On dispense des cours en ligne uniquement? Non, ce n'est pas le cas et ce n'est pas notre idée. Un composant essentiel de l'OTGA est le réseau mondial de centres de formation. L'OTGA travaille en partenariat avec de nombreux États membres et leurs institutions et possède maintenant un réseau de 16 centres de formation, de centres spécialisés régionaux. Et voici, vous avez ici une liste de centres de formation de centres régionaux et spécialisés qui jouent un rôle très important pour adapter les cours aux besoins spécifiques de la région. Ils dispensent des formations dans les langues parlées dans la région et ils peuvent également dispenser des cours en présentiel. Bon. Où tombe l'OTGA dans cette stratégie? Est-ce que l'OTGA contribue à quelque chose? Et évidemment, respecte et s'acquitte des différents objectifs et des différents programmes. L'OTGA contribue à la fonction F au centre, développement des capacités, et contribue à toutes les fonctions en facilitant la formation dans les différents contextes et thèmes. Et pour vous donner quelques exemples, et toute la stratégie pour le développement des capacités de la COE qui contribue au résultat numéro 1, développement des ressources humaines et tout spécifiquement. Point 1, point 2, le développement professionnel en continu. Et en soutenant les institutions avec les cours de formation, les écoles d'été, les ateliers, établir des centres de formation et partager les cours de formation également. Malgré le fait que Ocean Teachers se centre sur la formation qui permettra que la COI et ses États membres parviennent aux objectifs de haut niveau, y compris l'agenda 2030 des Nations Unies et les ODD qui y sont rattachés, l'OTGA collabore avec bien d'autres organisations, des organisations des Nations Unies, des organisations académiques et d'autres participants et organise des cours en collaboration avec ces institutions et d'autres organisations. Et cela fait de nombreuses années qu'ils travaillent de cette manière-ci. Il est clair qu'on doit donner plus de chance à l'apprentissage à vie et pour renforcer les carrières des étudiants. Comme on l'a dit, l'OTGA collabore avec d'autres institutions et voudrait se positionner comme la plateforme préférée pour dispenser ces formations. L'OTGA doit offrir des cours en ligne, des cours, des formations dans la salle des cours pour la mise en place des ODD. Ce devrait être le centre de formation quand on recherche une formation spécifique, pas seulement dans le cadre de la décennie des Nations Unies, mais bien en deçà de la décennie. La pandémie de la COVID nous a forcé à faire des changements en profondeur. Et une année après la clôture totale, la fermeture totale et le confinement, il y a de nombreuses méthodes d'apprentissage en y insérant les technologies qui sont ici pour
toujours et qui deviendront normales. Il ne faut pas gaspiller ce qu'on a appris au cours de la pandémie. Il faut tout utiliser et il faut redémarrer de la meilleure manière possible. En résumé, la COI, au moyen de l'OTGA, est prête pour dispenser les formations nécessaires pour l'océan qu'on souhaiterait voir dans le futur. Merci beaucoup. Merci Claudia pour cette présentation sur l'OTGA, l'Académie. Et maintenant, la présentation suivante, Monsieur Luis Pinheiro. Je vous prie de prendre la parole et vous nous parlerez des stratégies et de la vision sur le renforcement des capacités de l'équipe vouée à ce thème. Merci, bonjour, bonsoir, où que vous vous trouviez dans le monde, bienvenue à cette réunion. Et alors, on va partager l'écran. L'idée est de cette présentation est de vous donner un aperçu général des résultats du groupe de travail créé spécialement pour la révision de la stratégie de la COI sur le renforcement des capacités. Le but de l'équipe était d'analyser s'il y avait une raison pour développer la méthode pour en subvenir au développement des capacités 2020-2021. Je préside ce groupe. Nous avons 16 experts. La première réunion a été tenue en décembre 2020 et là, nous avons révisé les termes de référence, nous avons établi le plan de travail, nous avons tenu une deuxième réunion en février où nous avons parlé des apports, les résultats des consultations réalisées et nous avons ajouté les analyses des rapports sur les sciences océanographiques à l'échelle mondiale, le plan de déploiement pour la décennie et les résultats également de la deuxième enquête sur les besoins de renforcement des capacités de la COI. Et en dernier lieu, en mars, nous avons présenté ce rapport auprès de la COI. Quelles sont les raisons principales ou les éléments principaux utilisés pour justifier la révision de la stratégie actuelle? Bien sûr, les résultats de la deuxième enquête sur le renforcement des capacités de la COI présentée par Johanna, ou bien le chapitre de renforcement des capacités pour la mise en place de la décennie des Nations unies. Là aussi, il y a un chapitre sur le renforcement des capacités et le retour des informations, des consultations réalisées auprès des réseaux globaux de la COI quant aux capacités, les consultations auprès d'organismes spécialisés des Nations unies, des organismes non gouvernementaux, non rattachés aux Nations unies, des organisations globales régionales, des projets, les ONG et également le secteur privé. Tout d'abord, nous avons fait une comparaison de ce que nous avions, c'est-à-dire la stratégie de la COI et en plus le chapitre sur la décennie des océans. Bon, je ne vais pas tout revoir ici, mais de nouvelles idées ont surgi qui ont été présentées euh, liées au chapitre sur le développement des capacités, le plan de déploiement pour la décennie. Et parfois, ce n'est qu'à travers la réorganisation des résultats souhaités, les activités prioritaires. Mais dans certains cas, tout principalement, elle s'associe à des éléments déjà existants. Vous pouvez voir ici qu'au lieu de partager l'information et supporter l'identification, on travaille plus directement, plus en direct, car on indique qu'il faut partager l'information qu'on a. Dans d'autres cas, on nous parle d'inclure les musées, les zoos, les aquariums dans cette formation. Parfois, la stratégie de la COI a quelques points qui n'ont pas été inclus dans le nouveau chapitre sur le plan de mise en place de la décennie. Cela doit être conservé, doit être sauvegardé. Et ici, nous avons un peu plus de développement dans le cas du chapitre sur le plan de déploiement. On compare à la stratégie de la COI, mais les idées les plus importantes se trouvent là et certains de ces points ont été mis à jour tout en tenant compte des développements
auquel nous sommes parvenus. Et en plus de cela, nous avons fait une consultation auprès des différents programmes, des organismes des Nations Unies, des programmes qui n'appartiennent pas, non rattachés aux Nations Unies. Nous avons envoyé des demandes par email. Nous avons obtenu les commentaires, les suggestions. Un des éléments très importants qui ont été soulignés, c'est le besoin d'avoir des stratégies durables sur le long terme pour renforcer les capacités, et il est important que les pays, les gouvernements en soient tout à fait conscients et que les directives de la COI soient l'outil qui s'en charge. On a également reconnu qu'il existe le besoin d'avoir une surveillance et une évaluation en continu de la qualité des impacts dans le contexte du développement des capacités. C'est un processus qui doit être suivi de façon régulière pour qu'on puisse avoir accès à tout ce qu'implique un impact dans tous les pays. On a reconnu le besoin d'établir des partenariats entre les pays développés, les petits États insulaires, les pays moins développés, les LDC, et l'intégration des sciences naturelles, les sciences humaines et les disciplines sociales et humaines pour une évaluation complète de l'environnement marin. Cela est crucial. Et il y a également des défis à l'échelle mondiale, changement climatique, biodiversité, perte des habitats qui doivent être essentiels pour l'établissement de ces stratégies. On reconnaît le besoin d'essayer d'éliminer les barrières à la diversité géographique, l'égalité entre hommes et femmes et garantir un accès équitable aux connaissances des océans et l'éducation liée aux océans. Suite à la présentation faite par Claudia, OTGA joue un rôle essentiel dans ce domaine-là. Les thèmes émergents, le fait que nous ayons besoin d'atteindre les concepteurs de politique. Il faut les encourager à mettre en place des ODD et d'autres processus des Nations Unies, et l'interface avec entre sciences et politique est essentielle pour le développement et le déploiement de cadres de gouvernance océanique, institutionnelle et juridique. Et on doit revoir les termes de référence et les directrices euh, que nous offre le plan de développement stratégique, puisqu'elles sont essentielles, et il est important de se communiquer avec les décideurs. Et maintenant, la fonction du renforcement des capacités doit être renforcée, doit être plus spécifique pour que les LDC deviennent une priorité dans le contexte de cette stratégie. Nous souhaitons développer des compétences dans les différents pays pour qu'on ait des caractéristiques de résilience, équité, égalité entre les hommes et les femmes, et avec coopération avec d'autres organisations régionales, des organisations des Nations Unies, le secteur privé, pour que le développement des capacités soit toujours présent dans tous nos agissements. Et de nouveau, la question de l'égalité entre hommes et femmes, renforcer leur rôle, trouver un équilibre entre hommes et femmes, la connaissance autochtone qui doit s'insérer au cœur de ces stratégies. En plus de l'inclusion sociale, il est nécessaire d'éliminer les barrières et considérer la diversité géographique, la diversité des générations et des sexes pour que l'océan soit accessible et équitable pour tous. Il doit y avoir des ensembles de données océaniques interopérables au niveau national, et qu'il existe une interopérabilité dans le contexte national. Les PEID et les LDC doivent avoir un accès ouvert aux données développées par les pays développés, mais il est important qu'ils puissent également gérer leurs propres données, les données qu'eux produisent, et on doit intégrer toutes ces données dans ce contexte également. Et par là même, on souligne le besoin d'avoir un ciblage international standardisé lié à la connaissance durable des océans, et cela fait partie des stratégies pour le renforcement des compétences. Un autre document que nous avons révisé est le rapport mondial sur les sciences océaniques, le RMSO.
Nous devons recueillir en continu des données comparables au niveau international, qu'on puisse compter avec une perspective internationale, qu'on puisse convaincre les pays pour qu'ils travaillent plus sur les sciences océaniques et qui conçoivent et qui puissent faire la conception de ces informations de la part des utilisateurs, les producteurs et que les parties prenantes s'intéressent au transfert de la technologie marine et qu'on puisse développer les capacités des sciences océaniques avec une participation équitable de tous les pays, les sexes et les âges au niveau local, avec fondée sur la connaissance autochtone et locale, développer des stratégies et des plans de déploiement pour soutenir les besoins professionnels des femmes et tout spécialement des jeunes scientifiques et des experts dans le domaine des océans, trouver des solutions pour éliminer les barrières à l'accès aux données ouvertes sur les océans. Il est nécessaire d'avoir des technologies pour que les personnes puissent les traduire en informations, promouvoir l'éducation, la formation, évaluer les impacts de la COVID-19 dans le développement des capacités humaines et techniques. Quelles sont les recommandations principales? Tout d'abord, on tient compte de tous ces documents, les évaluations, les consultations effectuées et on trouve qu'il y a un besoin de la part du groupe d'experts pour renforcer les compétences, de renforcer les termes de référence pour poursuivre le travail et réviser les stratégies de la CO. Il y a un besoin de réviser la stratégie pour la période 2023-2030. En plus, on considère qu'il est important de préparer une proposition pour faire remonter la stratégie révisée lors de la 32e session en 2023. Il existe également le besoin de considérer, d'évaluer quelle sera la longueur idéale de ce document pour nous assurer qu'il y aura un public qui va le lire. On doit promouvoir la visibilité de ce document et qu'il soit utilisé dans les différents pays comme une orientation au déploiement des différentes activités pour le développement des capacités. Et nous considérons qu'il est crucial que ce document atteigne les décideurs. Et on se demande maintenant comment le faire. Une des suggestions a été et une réponse a été de présenter un résumé avec les messages les plus importants qui puissent être faciles à lire, que les décideurs puissent lire de façon simple, où on souligne l'importance de la participation nationale et que ce soit la priorité en matière de renforcement des capacités pour qu'on puisse atteindre le niveau de capacité qu'on souhaiterait voir. Merci beaucoup. Merci, Louise, pour cette excellente présentation. Merci à tous pour nous avoir accompagnés et nous avoir suivis sur ce séminaire virtuel. Maintenant, la session questions-réponses et je donne la parole à mon collègue Alan Evans. Merci, Ariel, de tout cœur. Merci à tous nos orateurs, Johanna, Louise, Claudia. Il est clair à partir de vos présentations A qu'il y a de nombreuses activités qui se succèdent et B, qu'il y a bien d'autres choses qui se passent en coulisses qui n'ont pas été présentées aujourd'hui, mais qui existent néanmoins. Et je tiens à vous rappeler que nous devons prendre note de l'information qui nous a été remise. Vous pouvez avoir plus d'accès aux informations sur le site de l'Assemblée de la CO, pas seulement en tout ce qui a trait à ce séminaire, mais tout ce qui a été fait auparavant au cœur de la COI. Alors, sans plus, passons à notre session de questions-réponses. Il y a de nombreuses questions qui nous sont parvenues. Johanna y a déjà répondu. Mais pour le bénéfice de tous nos participants, peut-être vous pourriez expliquer, Johanna, certaines des questions qui vous ont été envoyées. La première par Kevin Walk. Et première question, avez-vous déjà la perspective des gouvernements sur votre travail et quel est votre ressenti là-dessus? Au niveau personnel, je n'ai pas encore eu
aucune expérience dans ce domaine-là et mais je ne peux pas souligner suffisamment que travailler avec les gouvernements est une priorité. Nous tenons à institutionnaliser ces améliorations pour renforcer les capacités en matière de sciences océaniques ou n'importe quel autre domaine. Il y a de nombreux éléments qui font que ce thème pose un grand défi. Par exemple, parler avec les États membres, faire des échanges avec les États membres ou tout simplement euh, l'exemple des résultats de l'enquête. Nous avons reçu un nombre très restreint de la part des points focaux et des points de contact nationaux. On doit nous informer sur les besoins en matière de capacité qu'ils ont et qui exigent une intervention de notre part dans leur pays. Et bon, même s'il y a énormément d'éléments qui font que cela soit un grand défi, la CEOI pense qu'il y a déjà des mécanismes établis et des efforts de coordination déjà établis qui feraient que cela soit possible et qu'on puisse faire mieux, bien sûr. Merci, Johanna. Voici une réponse très adéquate. Et si vous voulez ajouter une réponse, Johanna. Et maintenant, la question numéro 2, et qui nous parle de l'enquête sur l'évaluation des besoins et l'équilibre entre hommes et femmes. Bon, la notation a été très faible dans les priorités de l'enquête. Louise nous a parlé de la révision de la stratégie et du fait que l'équilibre entre hommes et femmes reste une question très importante. Que pouvez-vous ajouter là-dessus? Ben, je suis d'accord avec l'importance accordée à l'intégration des sexes dans notre débat, car évidemment, c'est un domaine où les hommes ont la prévalence. Quant à la question suivante, si vous avez fait une division par sexe, nous sommes en train d'y réfléchir pour les prochains chapitres de notre enquête. Sans aucun doute, ce que nous devons tous observer et qui peut être pris en charge grâce aux activités de renforcement des capacités serait ce thème-là, justement. Et Alain, il me semble qu'il y a une autre question. La première question euh, à laquelle on n'a pas répondu, de Faiza Mani, ici en haut de l'écran. J'aimerais y répondre directement. Quel serait le mécanisme pour en, pour en subvenir aux défis qui ont surgi? J'imagine que vous parlez des défis qui ont déjà été répertoriés, le manque de capacité et réduire et traduire la science en termes politiques. Voici un grand défi. Et Louise nous a également nous en a parlé dans sa présentation, c'est-à-dire l'importance de ce lien entre les chercheurs, les gouvernements nationaux, les institutions nationales vouées à la recherche. C'est quelque chose qui est reflété dans l'enquête. De nombreux pays n'ont aucune politique qui les encourage à poursuivre ces activités. Et c'est pour cela que je pense qu'il s'agit d'un mécanisme très pratique qu'on devrait tenir en compte. Et maintenant, Claudia, pourriez-vous répondre à une question de Vladimir, secrétaire exécutif de la COI? Quel serait le potentiel ou qu'est-ce qui pourrait bénéficier le Westpac et d'autres organisations? Merci. Je crois que et ceci est lié au fait que le travail des océans doit être fait en permanence
et ils doivent offrir des services à d'autres parties prenantes. Peut-être ici, une grande limitation serait les ressources. Et il y a quelque chose qui nous évite de continuer à avancer, de continuer à croître. Et quant aux bénéfices de la collaboration, nous pouvons apprendre des autres, bien sûr. Est-ce que l'OTGA, quelles pourraient être ses contributions? Ce serait de pouvoir partager les ressources à la formation utilisées lors des séminaires de formation qui sont dispensés dans les différents centres. Bon, je ne sais pas comment ils travaillent en ce moment dans les centres de formation régionaux. Je ne sais pas quelle est leur méthode de travail en ce moment et, et comment est-ce que ces centres travaillent dans la région de Westpac. Merci, Claudia, Vladimir. Si vous voulez faire un commentaire, vous avez parlé de l'efficacité de la formation en ligne. Et évidemment, elle est enrichie par la participation des différentes personnes et la formation. Avez-vous pensé à dispenser ces formations dans tous les pays à l'échelle mondiale? Y a-t-il des pays qui les acceptent plus que d'autres? Pas du point de vue personnel, institutionnel uniquement. Bon, à partir de notre expérience n'est pas énorme. Nous avons organisé des cours en ligne uniquement, cela fait un an, à peine. Nous n'avons pas suffisamment de données dans ce domaine-là. Et cette année, nous avons maintenant fait le constat que nous avons atteint bien plus de personnes. Oui, mais peut-être au cours de cette année, on pourra obtenir plus de données sur les cours qu'on dispense en ligne et les comparer avec la participation avec les cours en présentiel. Ah, je vois qu'il y a d'autres questions. Je suis tout à fait conscient du temps. Louis est là. Je ne vois plus. Il n'y a plus d'autres questions. Il n'y a plus. Ah, si, il y en a d'autres. Merci, Louis. Il est très important de parler aux concepteurs de politique et aux décideurs. Bon, voici un des grands thèmes. Évidemment, le moment est venu d'en parler puisque c'est la décennie des océans et c'est justement un des grands objectifs que nous soyons capables de nous rapprocher des différents décideurs et des intervenants pour que nous puissions convertir la science et l'information et les traduire en actions concrètes. Alors, voici le moment venu et euh, un des thèmes que nous allons reprendre, c'est comment faire que ce soit les directrices justes à promouvoir pour le développement des capacités et comment faire pour que tout cela atteigne les décideurs. La COI joue un rôle assez difficile. Parfois, ces documents se trouvent sur un bureau, sur une table et n'arrivent jamais aux personnes qui prennent des décisions. Et dans le cœur de la stratégie de la COI, nous réfléchissons à des manières de présenter des documents en ligne qui soient disponibles à travers les réseaux sociaux, distribuer de l'infographie, des brochures pour souligner les idées les plus importantes qu'on voudrait véhiculer et transmettre et que cela fasse que les décideurs commencent à lire les documents de façon plus détaillée. Mais nous avons besoin de quelque chose de très succinct, de très précis, de très pratique pour que nous puissions atteindre les décideurs. Si nous ne pouvons pas le faire, ce sera absolument inutile. Les efforts seront inutiles. Et de plus, la COI et les représentants jouent un rôle très important dans ce sens-là.
Ils sont tous rattachés au gouvernement, rattachés aux décideurs et ils devraient promouvoir ces décideurs, pas seulement la stratégie sur le renforcement des compétences et des capacités, mais d'autres documents essentiels pour qu'ils puissent les inscrire dans leur plan de travail. Merci Louise, voici, nous sommes déjà sur l'heure. Merci à tous et nous allons répondre aux autres questions. À savoir si les diapos seront disponibles, oui, sur le site de l'IOC.org. Et là-dessus, je tiens à remercier tous les intervenants, Johanna, Claudia, Louis et Ariel. Ariel, dernier mot. Merci à tous. Merci à tous ceux qui vous adjoignent à nous. Et je remercie les intervenants, les participants de nous avoir accompagnés à ce séminaire. Et je vous encourage à envoyer vos questions aux intervenants par le site du secrétariat de la COI. Merci à tous et prenez soin de vous. Bonne journée, bonne continuation à tous. Au revoir.